à toutes et à tous, bienvenue pour cette table ronde sur la détection d'abus de marché organisée par Afterdata au village Baïséa. Je vais vous présenter, juste avant de démarrer, l'ensemble des participants, des intervenants à cette très belle table ronde. Tout d'abord, bonjour Jean-Denis Ratier, qui est directeur de la conformité de la compagnie financière Richelieu. Bonjour. Je suis également accompagné à mes côtés par Olivia Blanchard, qui est la présidente de Life Consulting, expert compliance et cofondatrice des acteurs de la finance responsable. Bonjour Olivia. Bonjour. Et enfin, Alexis Monnier, qui est le CEO d'Afterdata, qui est un éditeur de solutions de détection d'abus de marché. Bonjour Alexis. Bonjour Fabrice. Et donc cette table ronde sera animée par Fabrice Marcella, CEO du village Baïséa Paris, qui nous fait l'honneur de nous accueillir aujourd'hui. Donc rebonjour à toutes et à toutes. Vous l'avez compris, on va parler de conformité, d'abus de marché, et puis aussi pour vous dire peut-être sur quelques éléments d'introduction avant de passer la parole à nos intervenants, pour vous dire que le sujet de la conformité en 2021 sera certainement marqué par, d'une part, l'évolution de la vitesse de trading avec l'émergence du trading algorithmique et du trading haute fréquence. Deuxièmement, c'est que l'impact grandissant des informations diffusées actuellement sur Internet sans contrôle ou cadres éditoriaux sont aussi de nature à venir impacter en tout cas le sujet. Et ce sujet sera très certainement également marqué par des risques toujours plus importants d'abus de marché liés à la complexification de la structuration des produits financiers. Mais pour aller plus loin sur ce sujet, je vais plutôt donner la parole à des spécialistes que sont nos intervenants. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est peut-être à vous, Jean-Denis, pour démarrer, c'est quelles sont, selon vous, les problématiques que vous, enfin, c'est pas selon vous, c'est quelles sont les problématiques que vous rencontrez, sur la conformité en 2021 ? Alors, merci Fabrice. Alors, les problématiques ne sont pas spécialement nouvelles, mais elles sont à chaque fois de plus en plus fortes. Et si on prend par exemple les textes, souvent il y a peu de nouveaux textes en soi. Il y en a eu quelques-uns comme DAC6 ou le vote de l'Assemblée Générale avec SRD2, mais sinon c'est beaucoup de textes qui apportent des précisions sur les domaines généralement LCDFT, de toute façon générale, et la protection des investisseurs et des données. Et donc cette complexité qui arrive de plus en plus avec ces précisions nous rend dans l'obligation d'avoir de plus en plus de connaissances, de compétences techniques, mais aussi d'accompagnement pour les mettre en œuvre, parce que c'est pas déjà il faut les comprendre, mais en plus il faut les mettre en œuvre, donc forcément ça demande beaucoup de technicité et de compréhension et d'accompagnement auprès des équipes autour de nous, dans nos métiers, pour qu'ils comprennent les enjeux et qu'ils puissent le mettre en œuvre. Donc voilà ces grandes problématiques qui sont importantes aujourd'hui et qui sont toujours nos enjeux d'hier, de plus en plus complexes et de plus en plus difficiles à mettre en œuvre. Olivia, ce sont les mêmes problématiques que vous rencontrez également ? Tout à fait, je confirme effectivement. Il faut savoir, en France, il y a à peu près 400 000 normes. Donc, c'est quand même un chiffre qui fait souvent assez peur quand on le réalise. Et ces normes se complexifient, comme le disait Jean-Denis juste à présent. Et le défi que l'on rencontre aujourd'hui vraiment dans les problématiques de compliance, c'est comment trouver l'humain, ces humains qui vont pouvoir, en fait, relever le défi de cette complexité, la comprendre. On sait que les services de conformité souffrent énormément de ce turnover et de pérenniser en fait cette connaissance, cette compétence, c'est un vrai défi. Et souvent, on se sent un petit peu aussi seul en se disant « Ok, j'ai ce beau texte de loi, j'ai cette belle réglementation parce que l'esprit y est, mais maintenant, je fais comment concrètement pour l'appliquer ?» Et ça, c'est tous les défis que l'on rencontre au quotidien quand on est un compliance officer. Justement, Jean-Denis, si vous pouviez nous expliquer comment ces évolutions sont à prendre en compte en termes de services de la conformité, à la fois humains, comme Olivia commençait à l'aborder, et en termes d'outils également. Alors, deux choses. L'humain est toujours important, effectivement, au service de la conformité. Et donc, le rôle d'un manager que nous sommes, que ce soit en hiérarchie ou fonctionnelle, c'est d'expliquer et d'avoir la diversification nécessaire au sein de nos équipes pour mettre en jeu cette réglementation. Donc, il faut des compétences juridiques, il faut des compétences opérationnelles, il faut des compétences d'animation et des compétences techniques, voire même de plus en plus dans les outils. Et historiquement, les outils étaient plutôt des outils, je dirais, de l'ancien monde du système d'information et qui nécessitent énormément d'efforts et de connaissances et de compétences sur l'outil lui-même pour qu'il fonctionne correctement. Et donc, beaucoup d'investissements et beaucoup de budget et de coûts qui sont liés souvent à ça. Donc, trouver les ressources et les compétences nécessaires sont toujours un défi majeur, ainsi que les outils
si c'est possible, moi je cherche de plus en plus la simplicité et l'efficacité. Et ça, c'est les deux mots-clés qui sont importantes face justement à la complexité de ces réglementations qu'il faut rendre fluides, simples et efficaces pour l'ensemble des équipes au sein d'une banque et des sociétés financières. Et vous, Olivia, quelle est votre perception de ces outils, justement? Alors, je pense que les outils aujourd'hui sont vraiment là pour nous aider à nous alléger la tâche, qui est une tâche assez lourde avec de fortes responsabilités. On sait très bien qu'il faut passer par des contrôles, des analyses qui souvent se font via des tableaux Excel ou ce genre de choses. Et c'est bien d'avoir des tableaux Excel, mais il faut avoir le temps de pouvoir les comprendre, de les analyser. Et quand on disait, voilà, ce poids de la réglementation aujourd'hui, avec ce champ de compétences, on passe aussi bien de lutte anti-blanchiment, corruption, d'abus de marché, de fraude, de données personnelles. Enfin, on peut citer, c'est très vaste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des outils qui viennent nous alléger pour qu'on puisse se concentrer sur des vrais sujets. Olivia, donc humain, on parle d'outils, mais sûrement également de conseils. Enfin, c'est votre métier aujourd'hui également d'accompagner. Tout à fait. On se rend bien compte que le métier de compliance officer est un métier qui est très exigeant, qui est très difficile, avec, comme je le disais, un poids très psychologique de la responsabilité. Et en fait, l'humain a beaucoup besoin d'être accompagné, de ne pas se sentir isolé dans une prise de décision. Et c'est généralement ce que j'essaye de faire, de recentrer déjà sur l'utilité et l'importance de ce métier, et puis de se dire aussi qu'on est une pièce importante de toute cette institution, et voilà, il faut se serrer les coudes, et on y va, on le fait tous ensemble. Voilà. Je me tourne vers vous, Alexis. Vous êtes aussi monsieur technologie, en fait, dans ce qu'on se raconte là. Donc, quid de la technologie, justement, dans la détection de ces abus de marché? Alors, en termes technologiques, c'est vrai que les services conformité ne sont pas forcément les services qui ont été les plus novateurs dans le secteur bancaire sur la technologie. Aujourd'hui, les technologies modernes de traitement de la donnée, notamment le machine learning, sont utilisées finalement essentiellement par l'AMF, qui depuis déjà 5 ans utilise ces technologies modernes de traitement de données pour détecter les abus de marché. Et on comprend l'intérêt qu'ils ont trouvé sur ces technologies. Côté banque, établissement financier, on se rend compte que ce sont des technologies qui commencent tout juste à se démocratiser. Et c'est finalement assez étonnant parce que les gains apportés par ce type de technologie sont absolument majeurs, que ce soit sur la précision de ce qu'on va détecter, donc des scénarios, des cas d'abus de marché qui vont être identifiés, et surtout dans la limitation de ce qui fait l'horreur de tous les analystes, c'est-à-dire les faux positifs, les fausses alertes, qui représentent un poids colossal dans le travail des analystes aujourd'hui et qui posent des problèmes de turnover, comme les évoquait Olivia. On va rester sur la technologie pour ma question suivante. Puisque aujourd'hui les nouvelles technologies sont certes largement utilisées lorsqu'on parle de haute fréquence, marketing prédictif, et on a le sentiment qu'à l'inverse, c'est plus compliqué sur tous les sujets de détection des abus de marché. Enfin, peut-être Olivia, quel est votre regard sur ça? Effectivement, aujourd'hui, le marché est très mature concernant la lutte anti-blanchiment, parce qu'effectivement, les sanctions ont été très fortes sur le sujet. Et donc, on s'est outillé, les compliance officers ont ces outils de détection qui évoluent, qui sont là. Tout ce qui concerne l'abus de marché, c'est beaucoup plus complexe parce que c'est lié à, comme disait Alexis, des paramétrages, qu'il faut aussi, à l'intérieur duquel il faut qu'on prenne la responsabilité de décider de ce paramétrage, de telle règle, de telle règle. Et puis, en fait, il y a le sujet de se dire, voilà, il y a beaucoup d'alertes, il y a beaucoup de sujets à regarder, des scénarios complexes. Et donc, il faut aujourd'hui avoir des outils qui nous font gagner en efficacité sur la détection de ces abus de marché. Et je pense que nous avons des bons exemples ici. Peut-être, si vous avez quelques exemples justement à illustrer à la fois sur les outils actuellement utilisés versus les outils d'avenir. Absolument. Alors, on peut faire effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu une évolution dans la banque sur ces outils. En fin de compte, je vois la banque Richelieu est une banque à taille humaine, de proximité client, qui offre un certain nombre de services. Donc, forcément, les évolutions d'outils ont d'abord été dans ces services. Et on a mis la conformité à l'intérieur de ces services. Et puis, les outils propres à la conformité, eux, étaient plutôt manuels et restaient souvent sur des extractions Excel, ce genre de choses. Et donc, on voit bien que la vitesse et l'évolution technologique et des activités aussi
fait qu'on ne peut plus faire l'humain. Et ce n'est pas parce qu'on est une banque à taille humaine qu'on doit travailler forcément avec le crayon et le papier, si j'ose dire. Et donc, non, on se veut aussi une banque moderne et qui utilise ces outils technologiques à la fois pour le commercial, à la fois pour la technologie et aussi pour la conformité. Et donc, de plus en plus, on met en place ces nouvelles technologies. Et donc, c'est pour ça que travailler avec Afterdata dans ce nouvel outil abus de marché va dans ce sens-là. Nous sommes à l'écoute du monde et de ses évolutions et ça permettra justement d'être plus efficace et plus simple en même temps sur cette détection d'abus de marché. Jean-Denis, vous avez fait la transition avec Afterdata. Donc, Alexis, pouvez-vous nous expliquer effectivement comment Afterdata répond à ces problématiques-là aujourd'hui? Alors, sur la détection d'abus de marché, finalement, on a 4 enjeux essentiels. On a 2 enjeux qui sont frères. C'est évidemment détecter très précisément les cas d'abus de marché. On parle de sanctions qui sont de plus en plus élevées, de publications qui ont un vrai impact sur la notoriété, sur l'image des fonds financiers. Donc évidemment, on veut à la fois ne louper aucun abus de marché, mais de l'autre côté, générer le moins possible, le strict minimum de ce qu'on appelle les faux positifs ou les fausses alertes, parce que ça épuise les analystes et on se rend compte que sur des populations qui sont souvent de jeunes analystes, c'est vraiment la part du métier qu'ils ont en horreur et c'est une problématique qui est à l'origine d'une partie du turnover sur ces fonctions. Donc c'est vraiment stratégique d'être capable de concentrer leur activité sur finalement des tâches à valeur ajoutée qui va être l'analyse de cas sur lesquels il y a une vraie suspicion de fraude, sur lesquels ils vont pouvoir mettre en œuvre leur expertise financière et pas les polluer sur un travail qui sera un travail un peu répétitif de traitement de cas vaguement supposés comme douteux. Ça, c'est les 2 premiers sujets. Les 2 sujets suivants sont l'analyse elle-même, c'est-à-dire qu'un analyste, pour faire sa piste d'audit et se faire son idée, il a besoin de nombreuses informations externes, les cotations, des news financières, le détail des ordres par an, des ordres fixes. Pour beaucoup d'analystes, ça veut dire interroger 4, 5, 6 outils simultanément, ce qui est à la fois très chronophage, n'apporte aucun gain et va perturber finalement l'analyse. Et donc l'enjeu d'un outil moderne, c'est à la fois détecter très précisément, mais c'est aussi donner à l'analyste directement sur un écran une sorte de tableau de bord qui va lui permettre d'avoir tous les éléments pour faire son analyse et encore une fois, mettre en œuvre ce pourquoi on l'a recruté, c'est-à-dire ses compétences financières, ses compétences en termes de conformité et pas simplement être quelqu'un qui va à la pêche aux informations dans une foultitude de logiciels. Et ça diminue le risque opérationnel. Tout à fait. C'est ce que j'ai dit. Et je peux illustrer un petit exemple, je pense, assez parlant là-dessus. J'étais donc responsable compliance pour un broker en Angleterre et en fait, ils avaient développé un outil en interne comme ça de détection d'abus de marché. C'est quelque chose sans mettre d'intelligence artificielle, sans mettre ce côté de tri de faux ou bon positif, je sais pas comment on dit. Alors, j'ai le mot en anglais. Et en fait, on arrivait le lundi matin au bureau, on ouvrait cet outil et il y avait toujours 200, 300 alertes qu'on n'arrivait pas à trier parce qu'on était une petite structure. Et ça devenait anxiogène et déprimant dès qu'on ouvrait cet outil. Et à la fin, on ne le faisait pas. Et c'est un risque aussi, parce que le régulateur, le premier truc qui va venir chez vous quand il va faire un audit, c'est vous demander vos bases de données. Et là, il va avoir 200 alertes qui ne sont pas traitées. Et vous dire, ah bon, mais comment ça se passe? Et là, vous dites, oui, mais parce qu'en fait, on n'en peut plus, puis on est pollué par toutes ces fausses alertes. Ce n'est pas vraiment une excuse, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que la démarche de ce tri et de mettre cette intelligence artificielle apporte une valeur ajoutée, mais non négligeable dans notre quotidien de compliance. Alexis, je voulais approfondir un petit peu le sujet effectivement autour de l'outil également. C'est que ce que je comprends n'étant pas un spécialiste du sujet, c'est quand même un sujet, la conformité, qui évolue assez rapidement dans le temps. Comment l'outil arrive à suivre l'ensemble de ces évolutions Alors, c'est en effet une composante très importante de la détection d'abus de marché. On est sur une problématique de conformité, donc de réponse à des directives nationales et souvent plutôt européennes. Et ces directives évoluent d'une part souvent,
mais également les comportements qu'on va chercher et les comportements des personnes qui cherchent à frauder évoluent. Et il y a une forme de course en avant, c'est-à-dire qu'on fait évoluer les modèles de détection, on fait évoluer l'efficacité de la détection, et puis de l'autre côté, les fraudeurs évoluent aussi. C'est le principe du cambrioleur, des cambrioleurs et des serrures, les deux évoluent en même temps. Et donc, il faut avoir toujours un temps d'avance, et ce temps d'avance, ça nécessite une expertise humaine, et là on parle de compétences métiers avec des consultants qui sont avant tout des experts de la finance qui vont travailler pour nous. Et c'est aussi ce qui explique aujourd'hui la direction de la majorité des établissements financiers vers la recherche de solutions du marché, de solutions dédiées à la détection d'abus de marché, par rapport à ce qu'on faisait il y a 10-15 ans, qui était plutôt j'ai une équipe informatique et je fais un développement interne qui peut être de très bonne qualité et bien répondre aux besoins, mais qui souvent a deux gros problèmes, principalement un problème d'évolution. La norme évolue pour tout le monde. Les fraudeurs sont les mêmes pour tout le monde, donc il y a évidemment un aspect mutualisation, une factorisation forte à avoir une équipe qui fait un effort de faire évoluer son outil de détection d'abus de marché au service de l'ensemble de ses clients. Le développement interne a une deuxième limite souvent, c'est la pérennité, c'est-à-dire qu'à moins de se transformer en éditeur de logiciels internes, mais après il y a une choix de métier, est-ce qu'on est une banque ou est-ce qu'on est un éditeur, souvent les personnes, l'outil repose sur le développement d'une ou deux personnes en interne qui ont été brillants, qui ont fait un bon outil, mais ces personnes un jour s'en vont ou font autre chose, et la pérennité de l'outil est compliquée à maintenir, ou alors il faut avoir des normes de développement très strictes, mais du coup on se transforme un petit peu en éditeur de logiciel, après c'est question de savoir où est son métier. Je viendrais aussi mettre peut-être une limite que pour l'avoir vécu aussi en interne personnellement, c'est quand on est compliance et qu'on parle à des équipes de développement pour améliorer notre quotidien, souvent on passe derrière les évolutions des outils de trading qui vont faire du business, etc. Et donc quand il y a un peu des solutions toutes faites où on ne va pas aller embêter nos équipes IT, généralement ça passe un petit peu mieux quand même aussi. Parce que sinon c'est un peu une bataille sur ce sujet. Il y a des priorisations de développement qui sont faites. Et la compliance, elle a toujours un peu tendance à passer en dessous de la pile. Donc, un peu moins quand même depuis quelques années, avec les sanctions. C'est vrai. Heureusement qu'il y a ça. On peut brandir le petit carton sanction. Les sanctions du régulateur, en effet, vous aident en interne à faire remonter vos priorités au niveau de la direction générale, souvent. C'est ça. En tout cas, on sent bien dans les échanges que nous avons toute la puissance et la valeur ajoutée, en tout cas, de ce type d'outil. Mais inversement, est-ce que ça n'entraîne pas aussi des craintes peut-être d'être mis en cause dans son job, des craintes quant à la fiabilité, la confiance qu'on peut avoir sur les résultats obtenus. Enfin, peut-être, Jean-Denis, quel est votre regard sur les peurs éventuelles autour des nouvelles technos sur ces sujets-là? D'abord, dans les nouvelles technologies, on est obligé souvent de faire appel à un prestataire. Bien sûr, et donc ce prestataire est externe et donc devient par définition un prestataire dit critique ou important, on les appelait essentiels avant, et donc parce qu'il s'occupe avec nous d'un aspect réglementaire qui est important et qui est un enjeu important. Donc évidemment, la première crainte, c'est de dire je dois faire confiance à ce prestataire et ça c'est un premier sujet, et évidemment lancer tout l'aspect réglementaire lié à ces prestataires importants de contrôle et de surveillance. Sinon, le sujet premier, quand on s'interroge surtout, c'est de s'approprier cette nouvelle technologie et de comprendre comment c'est fait. C'est à la fois utile pour les équipes, c'est-à-dire que non seulement il faut traiter les alertes, mais il faut bien sûr comprendre comment le moteur fonctionne, comment ça fonctionne. Et on doit se l'approprier, non seulement pour comprendre ce que l'on fait aussi, comprendre l'enjeu qui est derrière, mais aussi comprendre et pouvoir être aussi une preuve d'audit pour un audit soit interne, soit même des régulateurs, qui nous demandera, c'est bien, vous traitez les alertes, mais comment se fabrique l'alerte, comment c'est. Et c'est là où le rôle du prestataire est de nous aider à expliquer, à comprendre et à s'approprier ce sujet pour vraiment. Et ça, cette crainte, souvent, peut être un frein de dire l'intelligence artificielle, ça fait peur, parce que c'est encore nouveau, voilà, des choses qui décident à notre place. Ça peut donner cette impression-là. Or, non, on ne décide pas à notre place. Il nous aide, il nous accompagne. Mais voilà. Et donc, cette crainte, il faut la lever pour l'ensemble des équipes en interne, comme en externe, avec les régulateurs ou les auditeurs, quels qu'ils soient. Et Olivier, alors quel est votre avis? Alors, c'est l'IA qui remplace l'humain ou c'est l'humain augmenté? Enfin, comment ça marche selon vous? Alors, selon moi, je suis 100% convaincue que l'IA, c'est l'humain augmenté. Voilà, ça fait des années que je prône ça, effectivement, en interne,
pour moi, c'est un métier, comme on dit, depuis un moment qui est complexe, qui est compliqué. Et ça vient vraiment nous alléger la vie, nous aider à nous concentrer sur cette mission qu'on a en tant que compliance officers. On en parlait avant, on disait qu'on est les gardiens du temps, gardiens de l'éthique. Et c'est vraiment fondamentalement ça. Donc, quand on se fait polluer par plein d'alertes, plein de choses à regarder qui sont sans valeur ajoutée, ben à un moment, on se sent frustré. L'intelligence artificielle vient justement augmenter notre potentiel à aller trouver, détecter cette information qui est vraiment sensible, qui est vitale et qui va pouvoir lutter contre le blanchiment, pouvoir lutter contre un comportement frauduleux sur les marchés financiers. Et finalement, c'est ça qu'on veut. C'est pas passer notre temps à écouter des conversations téléphoniques ou aller regarder des chats Bloomberg pour voir comment les gens se parlent entre eux. Au bout d'un moment, voilà, non, on veut aller à l'essentiel et ça, je pense que ça nous aide. Alexis, comment on rassure sur les sujets de l'IA, déjà sur la pertinence du résultat de l'IA, et puis en même temps, vous êtes obligé de traiter cette dimension humaine pour pouvoir rassurer lorsque vous proposez votre solution, j'imagine. Alors, l'intelligence artificielle ou le machine learning sont des sujets qui génèrent autant de rêves, de fantasmes que de craintes. Alors ça commence spécifiquement pour la France sur un malentendu sémantique, c'est-à-dire que ce terme d'intelligence artificielle, finalement, je ne sais pas si c'est très intelligent. Artificiel, ça reste de la technique. Alors si on parlait d'analyse statistique, ça serait sûrement plus réaliste, peut-être un petit peu moins vendeur, un peu moins buzzword, mais en tout cas, ça n'aurait pas généré ce mouvement de crainte, puisque finalement, ce dont on parle, c'est du traitement de données à grande échelle, avec des modèles mathématiques qui permettent de tenir compte non pas de 3, 4, 5 facteurs comme ce qu'on va faire si on fait des requêtes traditionnelles, mais d'une infinité et être capable, du coup, parce qu'on a pris en compte 30, 50, 100 critères, être capable de détecter des comportements qu'on va considérer comme atypiques et qui vont se rapprocher de comportements qui sont les comportements interdits par le régulateur. Dans l'intelligence artificielle, il y a eu plusieurs générations. Finalement, ce terme regroupe beaucoup de choses. Et les premières générations de modèles mathématiques, finalement, donnaient un résultat, mais en mode boîte noire et sans être capable du tout de les expliquer. Et ça générait en effet à la fois des craintes et à la fois ça les rendait totalement inapplicables pour de la détection d'abus de marché, sujet pour lequel la justification est aussi importante que le fait qu'on a réussi à identifier. Aujourd'hui, on travaille, en tout cas c'est ce qu'on fait avec nos équipes chez Afterdata, sur de l'IA qu'on appelle signifiante. Alors ce terme n'a pas forcément un grand sens d'un point de vue mathématique, mais il est intéressant. L'IA signifiante, ça veut dire qu'on va dire qu'on se trouve sur une transaction, sur un cas d'abus de marché, pin order par exemple, et on va être capable d'indiquer extrêmement précisément à la fois le niveau de risque, quelque chose qu'on évalue en pourcentage, et l'explication. L'explication, ça veut dire qu'on va dire qu'on a détecté ce scénario parce qu'on a telle information sur tel niveau de cotation, avec telle concentration, à tel moment, et donc on va être capable d'expliquer à l'analyste l'ensemble des données et le poids que chacune de ces données a eu dans l'identification du scénario. Et au-delà de ça, ce dont on est convaincu, c'est qu'aujourd'hui, un bon outil de détection d'abus de marché, c'est finalement un triptyque dans lequel on va avoir des règles de gestion traditionnelles, classiques, sur lesquelles on a des scénarios, on a des règles qu'on pourrait faire sur Excel. On a une partie en effet de machine learning parce que ça permet de limiter fortement les fausses alertes et c'est devenu aujourd'hui quelque chose d'essentiel. Et le troisième élément et le plus important, c'est l'analyse, c'est l'humain qui est derrière. Il ne faut pas oublier qu'un outil de détection d'abus de marché, aussi précis soit-il, ne fera jamais une déclaration de soupçon de façon autonome. Ce qu'il va faire, c'est donner le maximum d'informations à un analyste financier qui, lui, derrière, va gérer sa piste d'audit. Et donc, on est vraiment sur un triptyque, scénario, machine learning, analyse financière. Alors, on a un petit peu de temps encore devant nous, donc on a le temps de s'installer dans les réponses. Vous pouvez développer si vous le souhaitez, en tout cas davantage. J'ai justement une autre question, peut-être pour vous, Olivia. C'est, selon vous, au regard de votre expérience passée, mais aussi au travers des clients que vous accompagnez, quelles sont pour vous les principales attentes des établissements financiers quant à ces outils de détection d'abus de marché? Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on atteint en priorité, c'est gagner en efficacité, mais c'est aussi la sécurité de l'information. C'est la manière dont on va pouvoir tout centraliser dans un
endroit où on est sûr, on va retrouver l'info, pérennisation, reporting, on parlait tout à l'heure. Le plus gros risque qu'on a et qu'on a peur de traiter, c'est face à un régulateur qui va venir vous auditer, qui va vous poser 1 milliard de questions. On le disait tout à l'heure, complexité pour comprendre, on se dit, oh là là, est-ce que j'ai bien analysé? Donc là, ça fait hyper peur. Ensuite, on se dit, mais attendez, c'était ce collaborateur-là qui était là à cette époque-là, mince, mais il est parti, et entre-temps, il y a eu 2 personnes. Je suis pas sûre pourquoi est-ce qu'on avait écrit ça, etc. Donc aujourd'hui, en fait, on a vraiment envie que ces outils viennent combler toutes ces peurs, ces risques et sécuriser la manière dont on va appréhender ces matières très complexes. Et voilà, je dirais que pour l'instant, enfin moi en tout cas, de par mon expérience, il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Et puis, Jean-Denis, peut-être que vous souhaitez compléter, vous, votre regard à vous. Oui, je rappellerai quand même qu'avant, éventuellement, un contrôle et une sanction d'un régulateur d'abus de marché, le but, c'est de lutter contre l'abus de marché et les tentatives et les manipulations de cours, etc. Et que les technologies des fraudeurs sont de plus en plus modernes et on doit évoluer. Et que crayon et le papier ou l'Excel ne suffit pas. Il faut améliorer le faisceau d'indices. Avec ces nouvelles façons potentielles de procéder. Donc, notre devoir premier, c'est d'augmenter ce faisceau d'indices et les outils de ce type-là participent complètement à augmenter ce faisceau d'indices en plus de l'humain, en plus de la détection humaine qui continue d'exister à côté, et donc ça vient compléter le tout. Et donc à travers ça, notre recherche, et outre la maîtrise des coûts, bien sûr aussi, c'est d'avoir des systèmes simples, ergonomes, pertinents et d'augmenter aussi les alertes pertinentes. Hein. C'est clair que les outils de l'ancienne génération qui nous font 200 alertes pour 2 pertinentes fatiguent énormément nos équipes et en fin de compte, c'est comme Pierre et le loup, il n'y a plus de loup et on ne voit plus rien. Donc, voilà. Et donc l'augmentation de la pertinence des alertes est un atout indéniable qui nous met automatiquement en veille et attentif à la fois dans les contrôles humains que l'on peut faire et les analyses humaines que les analyses d'alerte à travers les outils comme celui-là. Voilà. Donc ça, c'est ça l'enjeu. Et je pense aussi que c'est intéressant, par exemple, quand j'ai découvert l'outil d'Afterdata, notamment sur cette thématique d'abus de marché avec tous ces différents scénarios, l'approche qui m'a, moi, beaucoup sécurisée, c'était le fait qu'ils arriviez déjà avec des scénarios qui étaient basés, vous avez pris le temps de regarder ce que l'AMF, le régulateur disait, de déjà les traduire techniquement parlant, c'est-à-dire voilà, prendre 5 jours, prendre 10 jours, prendre tel indicateur et tel autre, et vous dire, voilà, vous avez déjà, on a pré-pensé ça pour vous, est-ce que ça vous convient? Déjà, c'est trop rassurant. On se dit, ok, c'est cool, au moins ça me donne une piste de réflexion, je me sens pas complètement seule là-dedans, savoir que quelque part, vous avez aussi parlé avec d'autres institutions, parce que c'est vrai que ça peut peut-être un peu manquer parfois de cette cohésion, de savoir comment est-ce qu'on traite tel ou tel scénario, telle ou telle chose. Et ensuite, de se dire, voilà, on n'est pas tout seul, il y a une équipe externe qui font que ça. Et ça sécurise aussi énormément, je trouve, psychologiquement, face à toutes ces complexités. Alexis, comment la solution Afterdata va prendre en compte ces nouvelles attentes? Quelle est un peu la roadmap, finalement, de votre outil, s'il y en a une? Alors, sur les attentes, on reste sur un fondamental. Hein. On est sur du risque opérationnel, on est sur évidemment une volonté de diminuer le risque opérationnel et on est toujours sur un équilibre entre l'investissement que je fais pour diminuer ce risque et le coût que ça a à côté. Et du coup, on va mettre en balance le risque, le coût que représente potentiellement ce risque s'il se réalisait, et à côté, l'investissement et le coût que je suis prêt à dégager pour lutter contre ce risque. Et dans cette balance, on trouve un coût majoritaire qui est en effet de l'humain, qui sont des équipes conformité. Et donc, ce qu'on va vouloir, il y a un coût des outils, mais finalement, sur l'ensemble, le coût de l'outil est assez marginal. On va vouloir utiliser au mieux ce capital humain et ces compétences qu'on a en interne. Et du coup, ça veut dire être capable de concentrer l'ensemble des compétences qu'on a sur des sujets qui vont réellement faire diminuer mon risque opérationnel. On parle beaucoup sur de la précision des alertes, c'est vraiment un facteur clé. Il y a d'autres sujets qui sont importants, qui sont déjà traités, et puis après je vous répondrai sur la roadmap. Je ne suis pas la question. Ah non, mais je l'ai toujours en tête aussi. On a d'autres sujets, et il y a un sujet important qui est le sujet de la non-alerte.
Dans des outils traditionnels, en général, vous dit telle transaction a un risque. Point, c'est binaire, j'ai un risque. Et finalement, on se rend compte que pour beaucoup d'établissements financiers, là où les contrôles sont très compliqués, c'est quand le régulateur arrive et vous dit, écoutez, sur telle transaction, nous, on a détecté qu'il y avait peut-être pas un abus de marché, mais en tout cas qu'il y a eu une tentative d'abus de marché. On sait que la tentative est punie de la même façon. Nous, on considère qu'il y a une tentative et que vous auriez dû nous la signaler. Et l'établissement financier dit, oui, mais mon outil n'a pas généré d'alerte. Et du coup, dans ces cas-là, en général, l'analyste et le service conformité ont aucune information. C'est-à-dire pas d'alerte, du coup, j'ai aucun élément. Et ce qui est important aujourd'hui, quand on parle de conformité, c'est d'être capable de comprendre des alertes, de comprendre un outil à la fois quand il déclenche une alerte et qu'il l'explique, mais également comprendre pourquoi dans certains cas, peut-être légitimement, il n'a pas déclenché d'alerte. Et le fait d'être capable de justifier la non-alerte est quelque chose de clé. Sur la roadmap et sur les développements, il y a un sujet qui est déjà opérationnel, mais qui est assez récent, c'est toute cette notion de coffre-fort électronique. Ouais. C'est-à-dire que c'est bien de faire de magnifiques pistes d'audit, mais si elles sont sauvegardées sur des fichiers Excel dont on n'est pas capable de justifier de la date de modification, de la date de mise à jour, et dont la conservation peut être faite de façon plus ou moins pérenne, on se rend compte que finalement, tous les efforts et les investissements qu'on a faits peuvent être vite réduits à néant. Et du coup, aujourd'hui, une grosse tendance dans les outils, quelque chose sur lequel on a été assez précurseur chez Afterdata, c'est le fait d'intégrer nativement dans l'outil un coffre-fort électronique qui garantit une pérennité absolue de la donnée à la fois dans le temps et qui garantit que la donnée ne peut pas être falsifiée ou modifiée en interne ou en externe. On peut saisir de nouvelles informations, mais on a cette notion de pérennité qui rassure beaucoup les équipes conformité parce qu'elles ont la garantie que leur travail, même si demain l'analyste ne fait plus partie de l'entreprise, l'intégralité de leur travail sera exploitable très facilement et justifiable. Sur des éléments plus roadmap purs qui vont arriver dans les mois à venir. Surtout dévoiler si c'est embêtant pour vos concurrents, bien sûr, mais ce qui est déjà prêt, on va dire. Ce qui est déjà prêt et ce qui arrive, c'est tout ce qui est le social listening et l'analyse des réseaux sociaux. D'accord. C'est évidemment un sujet, l'affaire GameStop l'a mis en exergue, c'est un sujet qui bouillonne depuis pas mal de temps. On sait que le régulateur va pas tarder à se positionner sur le sujet parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, à travers des mouvements d'opinion sur des forums financiers, sur des réseaux sociaux, on arrive sur certains titres à avoir de vrais impacts sur la valorisation et à se retrouver dans des cas sur des scénarios qui ressembleraient à des scénarios type front-running, mais sur une base de mouvements d'opinion sur les réseaux sociaux et pas uniquement sur de la news financière traditionnelle. L'affaire GameStop, ça parle peut-être à tout le monde, je ne sais pas, mais peut-être en redire deux mots, juste qu'on comprenne l'exemple que vous citez. Alors, GameStop, c'est une entreprise américaine, c'est un distributeur de jeux vidéo qui a une valeur affective forte pour les gens qui jouent aux jeux vidéo aux États-Unis. Fondamentalement, c'est une entreprise qui est basée sur un réseau physique très important que la digitalisation a plutôt mis en difficulté. Donc, une entreprise, on va dire, qui n'a pas forcément un avenir extrêmement radieux devant soi, mais à un moment, des groupes d'utilisateurs et des forums très présents dans le monde financier pour des questions plutôt affectives à mon sens se sont dit cette entreprise il faut la sauver et on va acheter en masse des actions GameStop de façon à faire exploser le cours, ce qui a eu comme conséquence notamment de mettre en grande difficulté deux fonds d'investissement qui eux spéculer à la baisse. Alors après, le jugement moral de la spéculation à la baisse sur une entreprise, est-ce que c'est bien ou pas bien, je ne me prononcerai pas ici, mais du coup, on se rend compte qu'on a des mouvements globaux sur les réseaux sociaux qui ont réussi à avoir non seulement un impact colossal sur la cotation d'une entreprise, mais en plus sur la situation financière d'investisseurs. Merci Alexis. Je pense qu'il est également temps pour vous de poser des questions sur Teams ou en tout cas sur les moyens sur lesquels vous êtes connectés. On pourra prendre aussi les questions des participants. Je pense que c'est à vous Alexis de me lancer là. Pardon. Non, mais ça fait vous allez aller direct. Voilà. Allez-y. Tout à fait. Fabrice, donc on parle ici d'innovation dans le secteur bancaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le rôle du village BAICA
dans l'innovation en France. Merci Alexis pour cette question. Non, juste en quelques mots, peut-être ça vous laisse surtout le temps de poser vos questions que je vais prendre bien sûr tout de suite après et de vous dire que le village ByCA, c'est à la fois un lieu, et c'est le lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui, mais aussi un programme d'accélération de start-up et un programme d'accélération de l'innovation et qui va s'appuyer finalement sur son écosystème start-up pour accompagner les grands groupes et les ETI vers le futur de leur industrie. Donc concrètement, ça veut dire que le village travaille sur 2 piliers très forts, 2 jambes, sa communauté de start-up de tout secteur, et bien sûr des start-up telles que Afterdata les représente dans la fintech notamment, mais aussi tous les autres secteurs aujourd'hui qui innovent. Et à côté, on a aussi un pilier composé de grands groupes, le premier d'entre eux étant le Crédit Agricole, puisque c'est quand même un projet issu du Crédit Agricole. Et on va accompagner ces grands groupes autour de sujets tels que l'accélération de projets, la transformation humaine, ou tous les sujets liés à la prospective. Le village, aujourd'hui, c'est près de 270 startups accompagnées sur Paris, et on est présent partout en France. Il y a 39 villages aujourd'hui, 2 en Italie également. Voilà, donc c'est une dynamique extrêmement forte. Ça forme une communauté également d'entraide entre start-up entre elles et puis start-up, bien sûr, et grands groupes. Voilà en quelques mots. Alors, y a-t-il des questions? Je vais regarder sur mon ordinateur. Pour l'instant, j'ai pas de questions qui apparaissent sur mon écran. Peut-être que avez-vous d'autres points, vous, de votre côté, sur lesquels vous souhaitiez peut-être apporter plus de détails? Je me rends compte d'une chose, d'ailleurs, c'est qu'on a démarré sans jamais avoir défini ce que l'on entend par abus de marché. Alors, ça vous semble peut-être évident à vous, sûrement un grand nombre des personnes présentes à distance, mais moi, ça me semblerait intéressant qu'on redéfinisse un petit peu ce que vous entendez par là. En tout cas, moi, ça m'intéresse en premier lieu. La définition, elle est dans les textes réglementaires, donc il faudrait reprendre le texte et le citer. Mais en règle générale, vous avez deux types d'abus de marché, pour faire simple. C'est les informations privilégiées et les manipulations de cours. Donc la manipulation de cours, c'est l'exemple de GameStop qui vient d'être... Voilà, c'est que tout d'un coup, une communauté manipulée ou pas, je ne sais pas, mais voilà, a acheté ce qui a provoqué une manipulation de cours. Le cours peut baisser ou augmenter selon l'intérêt des personnes qui recherchent la fraude à faire. Et l'information privilégiée, ben c'est la connaissance d'une information qui n'est pas encore publique, ni précise, ni tout à fait connue, pour qu'on puisse l'utiliser. Alors parfois on l'utilise bien, parfois on l'utilise mal, même celui qui le fait. Parfois il pense avoir une information privilégiée qui fait augmenter le cours, et puis le marché dit, bah non, finalement c'est pas une bonne idée de racheter cette société. Et donc ça fait que, ben, voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas fait une tentative d'abus de marché. Au contraire, il en a bien fait une, même s'il n'a pas gagné d'argent, et c'est pas forcément une plus-value qui est avec. Voilà ce que, en 2 mots, ce qu'est l'abus de marché d'une façon très claire. Donc, tous les faisceaux d'indices que l'on a à travers les outils, que ça soit en interne, que des collaborateurs, même qu'on surveille pour vérifier que eux qui travaillent avec des clients qui sont éventuellement en lien avec des sociétés cotées, ou qui travaillent avec sur des outils financiers où ils peuvent avoir de l'information qui pourrait ne pas être publique, pourraient tenter de l'utiliser à titre aussi personnel ou par rapport à leurs proches. Donc on doit surveiller les transactions personnelles des collaborateurs, on doit surveiller un certain nombre de choses. Donc vous voyez que la mise en place de process pour l'abus de marché est souvent complexe, lourd, et va dans l'intimité aussi des collaborateurs, ce qui n'est pas toujours facile à expliquer et à faire vivre, hein, c'est pas toujours évident. Et ça, c'est un enjeu important. Et quand on parlait des nouvelles innovations, oui, je pense que l'imagination est au pouvoir des fraudeurs, et que le but, c'est de s'adapter, que ce soit GameStop ou que ce soit les réseaux sociaux, qui est le premier aujourd'hui, effectivement, sur la sellette. Mais il faut s'adapter en permanence, que ce soit pour la lutte contre la fraude d'une façon générale, c'est ça. Il faut s'adapter en permanence aux nouvelles techniques de ces fraudeurs. L'imagination est au pouvoir, et la mondialisation l'est aussi. Ce n'est pas seulement des abus de marché uniquement en France, il y a aussi le monde entier qui est touché. Et c'est là-dessus qu'il faut lutter globalement, et c'est pas toujours facile à ce niveau, encore au niveau mondial. D'ailleurs, j'ai une question qui vient d'être posée à propos des normes. La question qui est posée est de savoir si ces normes sont spécifiques à la France ou si ce sont les mêmes, spécifiques à la France ou européennes, ou si ce sont les mêmes également hors zone euro. Alors, je ne connais pas l'analyse de tous les pays, évidemment, sur la réglementation. Vous m'excuserez, j'essaie d'avoir beaucoup de connaissances, mais pas à ce point-là, mais d'une façon générale. Ouais. L'Europe, oui, la France et l'Europe sont de plus en plus, évidemment, parce que je rappelle, c'est un risque pénal. Hein, c'est quand même un
important, et donc je le mets au même niveau que la LCBFT. D'ailleurs, les régulateurs ont rappelé il n'y a pas longtemps que quand on fait une déclaration d'abus de marché à l'AMF, on l'a fait aussi à Tracfin dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. On doit faire absolument les deux déclarations en même temps. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes, qui montrent le niveau de risque que ça a pour évidemment les personnes qui voudraient frauder ce genre de choses. Donc ça, c'est important. Et donc en Europe, vous trouvez ce genre de choses. Vous le trouvez bien sûr au Royaume-Uni qui est plus en Europe, mais il existe aussi. Et voilà, vous le trouvez dans tous les pays quand même, les États-Unis aussi, bien sûr. Donc là où il y a des sociétés, des cotations de bourse importantes, il y a ce type de réglementation. Merci Jean-Denis. Si Olivia, Alexis, vous souhaitiez apporter une dernière information, une conclusion en tout cas, avant que moi-même je conclue. Non, moi peut-être je conclurai juste en disant qu'effectivement, je pense qu'il y a un vrai frein psychologique aujourd'hui qu'on peut peut-être constater sur l'humain qui a peur effectivement d'être remplacé quand même par ce qu'on appelle l'IA. Je pense qu'on a bien développé qu'il fallait surtout pas concevoir ça comme une peur, mais vraiment comme une aide et une assistance avec laquelle il faut se familiariser. Donc peut-être monter en compétence sur des sujets digitaux, d'outils, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui que ce soit partie intégrante de nos missions, de nos fiches de poste, etc., de comprendre, voilà, et de se faire aider au mieux sur tous ces sujets complexes et de s'outiller en conséquence. Alexis ? Moi, j'aimais bien le concept d'humain augmenté, Olivia, parce que c'est vraiment ça dont on parle. Et finalement, quand à un moment donné, on s'est rendu compte que faire des additions, des soustractions à la main, ça prenait du temps et qu'on a inventé quelque chose d'extraordinaire dont le choc ne sera jamais égalé par l'intelligence artificielle, qui s'appelle la calculatrice, et simplement la capacité à faire un grand nombre d'opérations en étant sûr quasiment de ne pas se tromper, modulo la faute de saisie. On a tout d'un coup décuplé les capacités de l'humain avec une machine, et finalement on peut refaire le calcul à côté, mais en vrai, on fait une addition un petit peu compliquée, on ne la recalcule pas, on fait confiance à la machine en ayant des systèmes de contrôle à côté. Ce qu'on fait avec du machine learning, on est sur le même concept, on a beaucoup de données numériques qu'on va traiter de façon un petit peu plus avancée qu'une simple machine à calculer, mais ça reste un outillage qui permet de faire plus vite, plus efficacement des opérations qui sont finalement assez basiques et qui permettent de donner à l'humain des indicateurs, des informations qui, lui, vont lui permettre de comprendre, d'avoir des éléments qui vont lui permettre d'aller plus loin dans la perception qu'il a d'une transaction. Dans ce qu'on va rechercher, ce que disait Jean-Denis, c'est l'intention. Il faut bien rappeler qu'en abus de marché, une bonne partie des sanctions portent non pas sur la réalisation de l'abus de marché, mais sur l'intention qui en a été faite, même si ça n'a pas fonctionné. Et du coup, cette anticipation, cette compréhension de l'intention, il faut être clair, malgré tous les fantasmes qu'on a sur l'intelligence artificielle, on est à des années-lumière d'anticiper automatiquement l'intention. Par contre, donner à un analyste financier tous les éléments qui lui permettent, lui, en fonction de sa compréhension du marché, de comprendre vite et de ne pas se tromper, on est bien dans cette logique d'humain augmenté et en même temps de revalorisation de certaines tâches qui n'ont pas une grosse valeur ajoutée et qui sont plutôt fatigantes, il faut le dire. J'ai une nouvelle question et on a encore le temps de la prendre. Donc, je pense qu'elle s'adresse davantage à vous, puisqu'il s'agit de savoir pourquoi ne pas développer ces outils internes. Parce que la réponse à cette question, Alexis l'a déjà apportée tout à l'heure, mais il peut avoir un parti pris dans la réponse. Donc, voilà, donc je vous la pose à vous, Jean-Denis. Si vous voulez, ça fait quand même longtemps que la réglementation abus de marché existe. Donc, pour y répondre, moi j'ai connu tous les systèmes. C'est-à-dire que le premier système, il est humain. On essaye de mettre des procédures qui permettent de détecter et d'avoir des remontées de potentiel d'abus de marché. Ça reste très, quand on est surtout dans un banque, ça reste compliqué, mais même dans une petite, parce que maintenant, les technologies font que les achats-ventes de titres se font par différents canaux et que à distance physique, on n'a pas l'obligation d'aller dans une agence physique pour passer son ordre maintenant. Donc, il faut capter l'ensemble des flux et l'ensemble des informations. Donc, ça devient un peu plus compliqué. Donc, on a mis en place souvent des outils à ce moment-là qui existaient éventuellement sur le marché, mais il faut tout construire avec son tournevis, sa pince.
Et là, on a besoin de compétences, de connaissances, puisque l'administrateur du logiciel, etc., généralement, il vous donne un 500 pages à minima d'explication comment mettre l'outil avec des chiffres qu'on ne comprend rien, des clés qu'on ne comprend pas toujours, et que le sachant qu'il y avait, la conformité, il est peut-être parti et hop, de nouveau, il ne connaît rien et puis il faut tout refaire, etc. Et on s'aperçoit que ces outils, souvent, en plus, dysfonctionnent assez souvent, ne sont pas ergonomes. Enfin, c'est vraiment pas terrible. Et donc, c'est pour ça que moi, je me suis tourné vers vraiment de tester cette solution After Data, parce que franchement, entre ne rien avoir à la plume, ce que j'appelle le créer un papier, et avoir quelque chose de créer nous-mêmes un outil qui ne pourra pas répondre à l'ensemble, non seulement de la réglementation, mais d'augmenter ce faisceau d'indices pertinent, parce que ces outils juste d'avant, c'est beaucoup d'alertes, mais à 2% à peu près c'est un peu comme les outils LCBFT. On a de première génération, c'est-à-dire qu'on a des scénarios, on fait des alertes, et en fin de compte, c'est rien, quoi. Et on se rend aveugle, parce qu'à force, le collaborateur qui traite ces alertes, s'il en a 2 par an qui fonctionnent, ça ne va pas forcément le mettre en veille suffisamment intellectuelle pour être plus vigilant sur ce genre de choses. Donc ça, c'est important pour nous de trouver des solutions qui soient agiles, qui permettent d'être simples, efficaces et d'augmenter ce faisceau d'indices et la pertinence de ces alertes. C'est vraiment la clé. Et en même temps, même si on va connaître cette expertise, de ne pas être non plus celui qui, tous les matins, avec le tournevis, va être « Ah, ça ne marche pas, il faut que je répare là », ou le scénario sur le paramétrage 4 jours, il faut que je fasse un développement informatique qui va me prendre 6 mois pour le passer à 5 jours. Ah non, c'est plus possible, c'est juste pas possible. Voilà. Donc, non, il faut que ça soit beaucoup plus rapide et efficace. Et ça, les outils modernes et l'intelligence, etc., et les outils nous permettent. Une question pour vous, Alexis. Quelle est la part du machine learning dans le triptyque scénario, ML, analyse? Et pouvez-vous étayer avec un exemple d'apport sur une détection front-running? Alors, la part du machine learning, elle est toujours complémentaire de règles de gestion. On est toujours sur une approche, en tout cas dans notre solution, on est toujours sur une approche duale, sur laquelle à la fois on va vérifier, on va faire des contrôles sur des scénarios avec des éléments fixes, avec une logique de seuil qu'on va affiner en fonction du type d'instrument, en fonction du type d'ordre, mais on est sur une logique de seuil, et cette logique de seuil ensuite va être pondérée par du machine learning. Concrètement, ça veut dire que si on est dans un cas qui ressemble extrêmement fortement à des cas qu'on a eu dans le passé, qui systématiquement ont donné lieu à un classement sans suite de l'alerte, on se rend compte qu'on a pour la énième fois ce scénario, on va pas le supprimer, mais on va le sous-pondérer, c'est-à-dire qu'on va considérer que ce scénario, qui a déjà été traité N fois par l'analyse dans les mêmes conditions, on va diminuer le niveau de risque. À l'inverse, on va être capable de dire je suis passé, et ça a été le cas de beaucoup d'affaires retentissantes, j'ai une transaction qui passe juste en dessous de chaque seuil de déclenchement des règles de gestion. Et soit c'est un coup de chance du fraudeur, soit en effet il connaît un petit peu le secteur, parce qu'éventuellement il est un petit peu du métier, plus ou moins. Et du coup, il est passé juste en dessous des seuils. On va être capable néanmoins de détecter une transaction atypique. Et ce qu'on fait avec le machine learning, c'est qu'on fait des profils de cotation, on fait des profils de valeur et des profils d'investissement. Et l'enjeu finalement, c'est de trouver l'événement inhabituel. Front running, c'est le cas du délit initié. J'ai une information privilégiée par rapport au marché. Et du coup, on va être capable de repérer à la fois souvent un comportement atypique. J'ai eu un investissement qui ne correspond pas du tout à mes habitudes d'investissement, que ce soit sur le montant, sur le type d'instrument. J'ai, dans les jours qui viennent, des séances de cotation atypiques, puisque j'ai une annonce qui devient publique et une évolution. Et du coup, on a 2 cas d'atypisme corrélés. Et dans certains cas, quand c'est fait de façon un petit peu massive, évidemment, des règles de gestion classiques vont le voir, mais il y a beaucoup de cas sur lesquels on se retrouve juste en dessous des seuils. Donc là, le machine learning va être absolument décisif. Alexis, je suis un établissement financier, je suis convaincu par la pertinence de votre outil. Combien de temps il faut pour que je le mette en place? C'est une très bonne question. On est sur des délais de mise en œuvre qui sont relativement courts parce que on a dans la solution déjà une quarantaine de scénarios
d'abus de marché qui existent, qui sont modélisés, des modèles de machine learning et des règles de gestion. On va les adapter à vos spécificités. Donc, ça ne va pas se faire en claquant des doigts parce que si on veut de l'efficacité, il faut que ces règles soient précisément adaptées à votre activité, au type de valeur sur lequel vous travaillez, la typologie des clients. Mais on va parler d'une mise en œuvre entre 3 et 5 mois, 4 et 5 mois. Et souvent, ce qui fait le gap entre les deux, finalement, c'est plutôt votre disponibilité parce qu'on va vous demander un effort modeste, mais on va quand même vous demander d'automatiser le fait qu'on récupère vos ordres, vos exécutions. Ouais. On va travailler avec votre équipe conformité pour valider évidemment ces scénarios. Et souvent, ça arrive pour les gens qui participent à ce type de projet un anglicisme pas très joli, mais en overtime. C'est-à-dire qu'ils ont leur charge de travail habituelle qui est déjà à 120%. Puis on leur dit, puis en plus, là, on va mettre en place un outil, vous allez gagner du temps, mais vous allez commencer par investir. Donc, en fonction de la disponibilité des équipes, en moyenne, on est sur 4 mois et demi, 5 mois. Et puis, pour certaines personnes, on a mis en œuvre 2 scénarios en 2 mois parce qu'il y avait une grosse urgence, parce que l'entreprise se retrouve sans outils du jour au lendemain et qu'il y a une urgence sur 2 scénarios, donc c'est le faire très vite. Merci Alexis. Il est temps pour nous de vous laisser repartir à vos activités habituelles de la journée. J'en profite donc pour remercier à nouveau l'ensemble des intervenants. Donc un grand merci à Jean-Denis Ratier. Je rappelle, vous êtes directeur de la conformité de la compagnie financière Richelieu. Merci. Grand merci à vous, Olivia Blanchard, donc présidente de Life Consulting, expert compliance et cofondatrice des acteurs de la finance responsable. Et merci également à Alexis Monnier, donc CEO d'Afterdata, éditeur de solutions de détection d'abus de marché. Je pense que ça, vous l'aviez compris. Je pense que tout ça va être disponible en replay, j'imagine, donc dans les jours à venir. Ce sera disponible en replay, envoyé à l'ensemble des participants et surtout pour conclure, un grand merci à Fabrice Marcella, donc CEO du Village Baissé à Paris, qui a brillamment animé cette table ronde et qui nous a accueillis dans ces très beaux locaux aujourd'hui. Merci à vous trois, passez une très bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup, Merci. au revoir. Merci, au revoir.